que nous retrouvons pour cette deuxième table ronde et dont nous allons tenir compte. Et comme toujours, il va falloir que les intervenants réduisent leur temps de 2 minutes sur les 10 minutes maxi. Ça fait 8 minutes parce qu'il faut donner la parole à la salle. Voilà. Donc, il y a une continuité avec la précédente table ronde qui a donc essayé d'aborder le sujet de la question, au moins l'accès aux médecins est-elle favorisé par la télémédecine. Maintenant, nous allons parler de l'impact de la télémédecine sur les pratiques professionnelles et sur les parcours de santé. Il est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, que la télémédecine, c'est un marqueur, je dirais, de la transformation actuelle de notre système de santé. Je ne sais pas, comme je le dis en fin de table ronde, si en 1930 ou 1935, on parlera encore de télémédecine, ou de cybersanté ou de e-santé. On parlera peut-être tout simplement de médecine et de santé, mais on a besoin peut-être de ces marqueurs aujourd'hui pour savoir ce qu'on fait et où on va. Et donc, vous avez autour de cette table des juristes, donc Nathalie Devilliers, qui est juriste de la santé, qui a fait un livre remarqué il y a quelques années, et qui travaille à l'école de management de Grenoble. Il y a Lina Vilat, qui est professeure de droit de la santé à l'Université catholique de Lille. Il y a le professeur Nathalie Salle, qui est présidente de la Société française de télémédecine. Il y a le docteur Agnès Cayette-Baudouin, qui est néphrologue comme moi, et qui, disons, a beaucoup œuvré dans le domaine de la télémédecine, au sein de la société Calidia, enfin de sa structure Calidial. Il y a Jean-Pierre Blanchère, qui est, lui, responsable, disons, d'un pôle de compétitivité, on va dire ça comme ça, à Caen, qui va mettre l'accent dans les parcours de santé sur l'usage des outils. Et il y a David Gruson qui va être, je dirais, le témoin éthicien, disons, du sujet et qui terminera cette table ronde. Donc, je vais donner la parole à Nathalie Devilliers en lui posant une première question. Elle va y répondre certainement dans son PowerPoint. Elle a choisi de parler de l'Europe. Il est vrai que le droit européen, disons, est actif dans le domaine de la télémédecine, non pas dans le domaine des pratiques, mais dans le domaine des services de télémédecine. Et elle va nous dire aujourd'hui où on en est au niveau européen en matière de services de télémédecine, sachant que ça relève du droit de la concurrence dans le droit européen et pas du droit de la santé, puisque la santé relève des États. À vous la parole. Merci beaucoup, chers collègues, professeurs, docteurs. Je tiens à remercier naturellement Charles Namanovici pour son invitation à prendre la parole. Et comme vous l'avez indiqué, d'ailleurs également dans votre article de blog, vous avez mentionné le fait que les compétences de l'Union s'articulent. Merci beaucoup. C'est parfait, merci. S'articule avec celle des États membres. Donc, ce que je vous propose, une piqûre de rappel, une compétence partagée et composite à la fois de santé publique, de nouvelles technologies et de R&D. Je ne sais pas ce qu'on emploiera comme terme dans 10 ans ou 20 ans, mais moi, quand j'ai commencé en 2005, ça ne me rajeunit pas, on parlait de télématique et de santé, mais pas vraiment dans les termes actuels. Donc c'est vrai que je préfère souvent utiliser le terme technologie de santé, c'est parfois plus simple. Donc effectivement, on a beaucoup d'outils développés au niveau de l'Union sur le remboursement, le RGPD naturellement, qui ménage bien sûr, qui préserve les politiques des États membres sur la santé, ce qui fait qu'on a bien 2 couches de régulation sur les données de santé, le RGPD, législation nationale qui continue à s'appliquer,
Et puis d'autres éléments, le code de conduite sur les apps de santé qui s'adresse donc à ce segment qui a été adopté il y a quelques années. La coopération transatlantique est peut-être pas très connue, mais qui vise donc à identifier des partenariats possibles entre des villes ou des États membres et des villes ou des États aux US avec certaines priorités. Et donc une feuille de route qui a été arrêtée en 2013, donc qui n'est pas un segment très connu. Et puis sur la télémédecine, bien sûr des projets phares, par exemple Thaléa sur les soins intensifs et le programme MAST qui est un modèle pour l'évaluation des applications de télémédecine. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, ici je serai brève car en réalité j'ai mis l'hyperlien sur la slide, je pense qu'elles seront partagées ultérieurement concernant le panorama. Bien sûr, la problématique d'interopérabilité, on l'a mentionné tout à l'heure, elle est au cœur des préoccupations, mais pas seulement. Des partages de bonnes pratiques, également sur les dossiers médicaux, les prescriptions, le vieillissement. En réalité, tout thème de santé est déjà adressé par des études européennes avec une page qui est traduite dans les langues de l'Union, à laquelle donc je vous renvoie en fonction de vos centres d'intérêt respectifs. Ici, pour vous rappeler, quand vous disiez concurrent, je dirais plus exactement le marché unique numérique, la préoccupation de l'Union dans le RGPD qui a été fort décrié dernièrement comme étant un obstacle à l'innovation et une contrainte pour l'entreprise. Je tiens à rappeler que le fondement juridique du RGPD, c'est la libre circulation des données. C'est avoir un seul standard dans l'Union au lieu de 28, c'est avoir une autorité chef de file au lieu de plusieurs, et c'est avoir la possibilité d'opérer des traitements sans avoir à demander l'autorisation au préalable. Dans certaines hypothèses, bien sûr, elle est maintenue. En vertu de quoi on a bien sûr une bascule en termes de droits et d'obligations en faveur des individus. Donc, je vous renvoie également à cette ressource. En hashtag, vous pouvez utiliser DSM tout simplement sur Twitter pour faire remonter les dernières actualités. Alors, donc, justement, sous ce hashtag, qu'est-ce qu'on trouve notamment une communication d'avril 2018 dont l'objectif est de permettre une réaction rapide en cas de menace de pandémie, la réutilisation des données qui sont détenues par le secteur public. Donc les États membres doivent concevoir des politiques en matière de libre accès, y compris des solutions techniques, les interfaces de programmation, d'application, un partage de données scientifiques. Et on voit arriver à côté du B2B, comme vous le voyez, le B2G, puisqu'on va partager également ces données ou les capter depuis le gouvernement. Donc voilà pour la mise à jour concernant cet aspect-là. Sur la sécurité, on en a parlé tout à l'heure, oui, vos données de santé valent 10 fois plus cher que votre carte bancaire sur le dark web, 20 € contre 2. Il y a bien sûr des failles de sécurité énormes, elles sont plutôt leakées, c'est-à-dire communiquées par des lanceurs d'alerte plutôt que notifiées. Ça va changer avec le RGPD. À titre d'exemple, une société comme Anthem aux US a été condamnée à 115 millions de dollars d'amende pour avoir fait fuiter 78 millions de données, des données de santé de 78 millions de citoyens. Donc les sanctions seront, à mon avis, très lourdes, puisqu'elles s'articulent aussi avec d'autres mécanismes tels que les actions de groupe. Transformation numérique et soins de santé. Donc ici, on a une autre communication qui a été adoptée toujours par la Commission européenne. On souhaite travailler sur la directive droits des patients en matière de soins transfrontaliers. Je rappelle qu'une directive permet une adaptation au niveau des États membres, et ce qui génère donc un patchwork de législation, comme nous l'avions antérieurement au RGPD par exemple. Donc l'hypothèse ici, c'est de nouveau de travailler sur un projet de règlement, également une proposition de règlement sur la cybersécurité, donc qui aura un volet dans ce domaine également de santé. Et puis on a eu le 10 avril 2018 une déclaration sur l'interconnexion des bases de données du génome à laquelle on souscrit 13 États membres. Donc ici, je vous ai renvoyé également à l'hyperlien concernant cette ressource.
Le Digital Day aussi a été une étape importante. En fait, en avril, on a eu une sorte de, oui, peut-être de Big Bang, je ne sais pas, mais en tout cas, on a eu une série d'événements assez intéressants, puisque au Digital Day, quand on a eu cette adoption sur le génome, ensuite on a mis en exergue des initiatives sur l'intelligence artificielle et la blockchain. L'objectif, par exemple, dans la blockchain, qui est très intéressant, traçabilité des médicaments, donc lutte contre la contrefaçon de médicaments sur Internet, et puis aussi limiter, minimiser les vulnérabilités des établissements de soins, et donc générer une alerte, une réponse sur incident qui soit plus rapide. Et donc j'ai également noté, pour rappel, vous connaissez certainement déjà ce texte du Parlement européen, la résolution droit des robots. Donc on est vraiment à l'avant-garde de ce qui se prépare. En tant que chercheur en ce qui me concerne, quand j'observe tous ces éléments en fait, qui peuvent être très variés, qui reflètent des préoccupations également variées, je note immédiatement que quand on se projette dans le futur de la télémédecine, on va avoir finalement de très gros problèmes à résoudre en termes de responsabilité notamment, mais pas que. Par exemple, sur le cas de la blockchain, j'ai plusieurs responsables de traitement, puisque j'ai X mineurs. Est-ce que je vais préférer une blockchain fermée ou de consortium ? Et d'autres problématiques sur l'articulation des instruments tels que le droit à l'oubli, le DPIA, donc l'étude d'impact sur la vie privée. Donc tous ces éléments, moi, quand je les observe et que je les mets en relation, je me dis qu'on pourrait utiliser une méthode dite du bac à sable qui est issue des systèmes d'information, c'est le less is more version juridique, et où je propose en réalité d'utiliser la régulation en tant que service pour permettre aux entreprises de tester dans un laps de temps limité sous l'autorité d'un superviseur, donc un régulateur, en levant des contraintes juridiques et avec un nombre de clients limité, toutes ces applications de télémédecine qu'on voit naître, de sorte à pouvoir générer un résultat qu'on puisse déployer, puisque l'objectif, c'est naturellement l'impact, c'est aussi l'excellence. Et c'est la nécessité de démocratiser toutes ces applications et de faire en sorte que, comme ça a été dit antérieurement, que ce soit les professionnels de santé, l'industrie, les patients et les citoyens que nous sommes, ayons tous les armes pour réagir, que ce soit sur des données de santé au sens pur, strictement légal du terme, ou alors sur des données de bien-être, dont on sait par exemple qu'elles sont collectées de manière massive, avec vos likes, avec vos tweets, avec vos émoticônes, toute l'intelligence artificielle qui est appliquée à partir des réseaux sociaux et sur des sites peut générer un profil santé individuel beaucoup plus précis que celui qui est généré lors d'une visite médicale. Donc, c'est une réelle problématique. Donc, c'est en ce sens que je travaille actuellement. Je pense que je suis rentrée dans vos 10 minutes, Pierre. J'ai peut-être parlé trop vite. En tout cas, bien sûr, je prendrai vos questions et je suis ici également demain. Vous pouvez retrouver tous mes supports sur les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux préférés, j'allais dire. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, vous l'avez compris, s'il y a des industriels, je pense qu'il y en a pas mal dans cette salle, le droit européen essaye d'aider les industriels à développer leurs services dans les secteurs de la e-santé, de la télémédecine, et je pense qu'ils poseront certainement des questions tout à l'heure pour nous dire s'il, en France, disons, cette notion de droit européen, de liberté de circulation des services est bien comprise. On en parlera certainement dans la discussion. Il est vrai que la France n'a pas suivi le droit européen en 2009, hein, et elle a choisi de s'intéresser aux pratiques professionnelles de télémédecine et de les inscrire dans le droit de la santé. Et donc, le professeur Lina Villatte est professeur de droit de la santé à l'Université de Lille, et elle est vice-présidente de la Société française de télémédecine. Et donc, ça vous montre que la Société française de télémédecine, disons, s'intéresse beaucoup au sujet, disons, du cadre juridique des pratiques professionnelles. Donc,
on va lui demander en quoi, je dirais, le droit de la santé va aider les professionnels dans cette transformation de leur exercice qui est en cours avec la télémédecine. Merci. Merci Pierre, merci aux organisateurs de cette invitation. Alors effectivement, ma mission est de vous résumer en quelques minutes finalement comment juridiquement on arrive à sécuriser les systèmes de télémédecine. Et à cette question, j'y répondrai par une autre question finalement. Quels sont les droits et devoirs des professionnels de santé et des patients dès lors que ces derniers sont enrôlés dans un procédé de télémédecine? Alors j'ai volontairement intitulé cette présentation « Droits et devoirs, quoi de neuf ?» puisque je sais que depuis 2009, vous savez quasiment tout sur les droits et devoirs des patients et des professionnels de santé en matière de télémédecine. Mais depuis, il y a quelques nouveautés, notamment qui sont dues au retour de terrain. Alors un petit rappel quand même, tu l'as parfaitement dit Pierre, c'est la loi de 2009, la loi Hôpital Patient Santé Territoire, qui est la première en France à avoir donné un socle juridique aux pratiques de télémédecine. Et cette loi a donné naissance au décret de 2010, du 19 octobre 2010, relatif à la télémédecine. Alors petite précision, c'est effectivement une exception française, car on est l'un des rares États européens à s'être doté d'un texte juridique spécifique à la télémédecine. Et donc si on regarde ce qui se passe en Europe, nos pays voisins n'ont pas de texte spécifique qui concerne la télémédecine, ce qui fait d'ailleurs que chez eux, la télémédecine relève de la prestation de service. Alors que nous, en France, la télémédecine a une définition beaucoup plus précise, telle que celle que je vous ai mise dans le slide, article R6316-1, relève de la télémédecine les actes médicaux réalisés à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Alors cette phrase peut paraître anodine, mais elle a énormément d'impact justement sur les droits et devoirs. Alors qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Poursuivons le petit rappel. Ce que l'on sait déjà, c'est que, comme l'a dit l'article, la télémédecine est avant tout un acte médical en France. C'est avant tout un acte médical. Ça n'est pas une prestation de service comme l'entend l'État européen, enfin en tout cas les États européens. C'est un acte médical. Et donc, comme c'est un acte médical, sa réalisation répond aux conditions telles qu'elles sont prévues par la loi du 4 mars 2002 que vous connaissez certainement sous le nom de la loi Kouchner, cette fameuse loi qui est venue consacrer les droits du patient. Et donc, quand vous mettez en place un procédé de télémédecine, il faut envisager bien évidemment tous les droits du patient classique. Donc, c'est-à-dire que le professionnel de santé doit au patient une information sur l'acte médical qui va être réalisé, doit aussi recueillir son consentement éclairé, doit garantir le secret professionnel. Bien, ça, ce sont des choses que vous connaissez. Donc, en cela, la télémédecine ne change pas puisque c'est un acte médical et les droits et les devoirs qui s'y réfèrent continuent à s'appliquer. Mais l'article du Code de la santé publique nous dit que c'est un acte médical qu'on réalise via les technologies de l'information et de la communication. Et c'est là que rentre en scène le décret de 2010. Qu'est-ce qu'on rajoute ? Qu'est-ce qu'il faut rajouter parce que l'acte médical se réalise via les technologies de l'information et de la communication ? Eh bien, toute cette liste que j'ai mise sur le slide, que je ne vais pas, rassurez-vous, développer, mais que je donne pour information. Alors, il y a une information supplémentaire à donner à la personne qui est le patient, qui est enrôlé dans un procédé de télémédecine. Autrement dit, non seulement cette personne, il faut l'informer sur l'acte médical que vous allez réaliser, mais en plus, il faudra l'informer du fait que cet acte médical va être réalisé via les technologies de l'information et de la communication. Il y a donc une double information à lui donner. Qui dit double information dit aussi double consentement à récupérer. Il faut en plus, et ça c'est tout à fait compréhensible, récupérer, enfin en tout cas garantir au patient le secret professionnel. Et ce d'autant plus que nous utilisons les technologies de l'information et de la communication, qui rendent justement plus vulnérable la protection du secret. Ce qui implique concrètement, par exemple, d'utiliser des messageries sécurisées, ou encore des hébergeurs de données de santé. Donc garantir le secret médical, garantir aussi, ça c'est une obligation prévue par le décret de 2010, garantir la tenue d'un dossier patient aisément accessible aux professionnels de santé qui interviennent dans l'acte de télémédecine. À tout moment, les données médicales du patient qui est enrôlé dans un procédé de télémédecine doivent être aisément accessibles aux professionnels de santé, ce qui suppose effectivement un dossier médical informatisé, partagé, ou en tout cas partageable.
Ce que l'on sait déjà aussi, c'est que lorsqu'on est enrôlé dans un procédé de télémédecine, il faut garantir un certain nombre de choses, parmi lesquelles sécuriser la prise en charge médicale du patient. Donc, c'est-à-dire concrètement garantir au patient que le professionnel de santé qui le prend en charge en a légalement les compétences, qu'il a été formé à l'activité même de la télémédecine, donc c'est-à-dire qu'il a été formé à l'usage justement de la vidéo, s'il y a une vidéoconférence qui est organisée dans le cadre d'une téléconsultation, il faut que le médecin, en l'occurrence, ait été formé à l'usage de l'outil. Donc, parce que ça n'est pas inné chez les médecins. Donc, il faut qu'il soit effectivement formé à l'usage de l'outil. Et il faut aussi garantir aux patients que le professionnel de santé ait été habilité à intervenir, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des processus d'authentification des professionnels et d'identification des professionnels de santé autorisés à intervenir dans le procédé de télémédecine. Enfin, il faut garantir, et ça vous le savez, la sécurité du process de manière générale, je l'ai dit tout à l'heure, garantir la fiabilité de l'hébergeur des données, garantir la fiabilité du fournisseur d'accès et aussi, puisque la télémédecine suppose l'utilisation d'un dispositif médical communicant, en tout cas d'objets connectés ou en tous les cas d'outils informatiques, garantir la défaillance du matériel qui est utilisé. Alors ça, ce sont les obligations qui imposent forcément des droits pour les patients qui sont enrôlés dans un processus de télémédecine, mais ce sont des obligations que l'on connaît et que l'on pratique assez bien depuis le décret de 2010. Il y a désormais des retours de terrain qui nous laissent à croire qu'il y a d'autres choses aussi qu'il nous faut prendre en compte quand on met en place un procédé de télémédecine. Alors, deux constats que je vais rapidement déployer. La télémédecine entraîne une redéfinition spatio-temporelle de la prise en charge médicale et entraîne, in fine, une responsabilisation du patient dans sa prise en charge médicale. Alors, je m'explique sur le premier point. Redéfinition spatio-temporelle de la prise en charge médicale. Alors, il est clair que l'acte de télémédecine, certes, c'est un acte médical, mais ce n'est pas un acte médical classique. Ce n'est pas l'acte médical qui se termine par le fait que le patient quitte le cabinet médical du médecin, donc il tourne les talons, la porte se ferme et c'est terminé pour la consultation médicale. La télémédecine fait tomber les frontières que l'on connaît, notamment la frontière temporelle. La médecine est dématérialisée, si j'ose dire, par le procédé de télémédecine. Autrement dit, le médecin, via la télémédecine, va avoir la possibilité, prenons l'exemple de la télésurveillance, de surveiller quasiment, parce que l'outil le rend possible, 24 heures sur 24, son patient. Donc, l'acte médical ne se termine plus en un instant T, mais peut se poursuivre justement par cette connexion qui est possible grâce au numérique entre le patient et le médecin. Alors, une des questions qu'on se pose, et à laquelle je répondrai un peu plus tard, c'est quid de l'obligation du médecin? Doit-il être connecté 24 heures sur 24? A-t-il l'obligation, à partir du moment où il a accès aux données du patient 24 heures sur 24, de rester connecté 24 heures sur 24? Certains médecins me disent, mais j'ai le droit d'aller dormir? Est-ce que j'ai le droit d'aller manger? Et que se passe-t-il si pendant que je vais manger, il y a une information qui m'arrive et qui me dit que le patient risque de mourir et que je ne l'ai pas vu? Est-ce que j'engage ma responsabilité? Question que je laisse en suspens, mais à laquelle je vais répondre dans quelques instants. Pareil aussi, le lien virtuel qui se crée grâce au procédé de télémédecine, le lien virtuel de communication entre le patient et les médecins. La communication se fait de plus en plus aisément par SMS et par email. La question est-ce que le médecin a l'obligation de répondre au SMS du patient? Est-ce qu'il a l'obligation de répondre au mail du patient? Et le patient peut-il se considérer comme étant toujours aussi bien informé si la communication avec le médecin se fait uniquement par voie de SMS ou par email? Alors, je vais répondre aux questions, parce que je vois que Pierre me rappelle à l'ordre, tout de suite à ces deux questions. Alors, c'est clair qu'avec l'outil technologique utilisé dans la pratique de l'acte médical, tout est possible, mais en termes de responsabilité, quand on dit que tout est possible, eh bien, c'est vrai également. C'est-à-dire que si vous vous engagez en tant que médecin à suivre votre patient 24 heures sur 24, vous vous engagez à le faire. Et si ça n'est pas fait, vous engagez votre responsabilité, ce qui entraîne chez vous une nouvelle obligation. Alors, tout ça pour vous dire que faire de la télémédecine sauvage, ce n'est pas une bonne idée. Il faut organiser la télémédecine. La télémédecine est en soi une organisation des soins.
Si vous enrôlez un patient dans un procédé de télémédecine et que vous lui dites de 8h à 18h, vous serez surveillé par l'équipe A, mais de 18h à 22h par l'équipe B, de 22h jusqu'à la nuit profonde par l'équipe C, et ce jusqu'au petit matin, eh bien, vos responsabilités seront engagées eu égard à ce à quoi vous vous engagez à l'égard du patient. Et le patient a besoin d'être informé pour pouvoir effectivement accepter de manière éclairée de s'enrôler dans ce processus. Donc, autrement dit, la télémédecine sauvage, non. La télémédecine organisée, oui. Et c'est d'ailleurs ce à quoi, justement, recommande, ce que recommande le décret de 2010. Et dernier point pour conclure, on parlait de droits et on parlait d'obligations du professionnel de santé, on parlait de droits du patient, mais il faut aussi envisager que la télémédecine peut entraîner une responsabilisation du patient. Le patient, il est connecté à son médecin par des dispositifs médicaux communicants. Il va envoyer des données, il va être tracé. Et ces données peuvent parfois aussi se révéler contre lui, être contre lui. En effet, le médecin va se rendre compte, par exemple, que le patient, il n'a pas pris son traitement ou que le patient ne se connecte pas à sa machine. Autrement dit, le médecin va avoir facilement la preuve que le patient n'est pas observant ou qu'il n'est pas compliant. Quid de cette preuve parfaite ? Est-ce que le médecin peut un jour se retourner contre le patient en disant « tu n'as pas suivi ton traitement et donc tu dois en répondre ?» La question... Si juridiquement elle a une réponse, éthiquement elle n'en a toujours pas une. Juridiquement elle a une réponse et vous la connaissez. Bien sûr que juridiquement, à un moment donné, on va pouvoir se retourner contre le patient dont on aura la preuve parfaite qu'il n'aura pas été observant d'un traitement qui coûte assez cher. Donc pour conclure, vous l'avez compris, la télémédecine, oui, mais qui répond à une organisation globale. C'est pour ça qu'on dit que la télémédecine rentre dans un parcours de soins. Et pour cela, il faut impérativement former à la fois les médecins, les professionnels de santé qui justement utilisent les technologies de l'information et de la communication pour exercer leur art, former également le patient et enfin travailler de concert avec les tiers technologiques pour qu'ils développent des outils qui sont adaptés à la prise en charge médicale plutôt que des outils auxquels les professionnels et les patients doivent s'adapter. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, on peut être chagrin peut-être de dire que la France a fait une loi sur la téléconsultation, mais il faut savoir que dans pas mal de pays européens, c'est pas autorisé. C'est pas parce qu'il n'y a pas de loi que c'est autorisé. Donc, sachez que dans plusieurs pays européens, la téléconsultation n'est pas autorisée. Et d'autre part, pour faire le lien avec ce qu'a dit Nathalie Devilliers, nous, aujourd'hui en France, nous arrivons à faire le lien entre la pratique professionnelle et le service de télémédecine à travers la télésurveillance médicale dont on reparlera tout à l'heure dans le parcours de soins. Donc maintenant, je vais donner la parole au professeur Nathalie Salle, qui, elle, est une praticienne de la téléconsultation, qui connaît parfaitement bien le sujet, qui a une grande expérience et qui l'a développé dans un domaine qui était apparu comme prioritaire dès 2011, qui était les établissements médico-sociaux. Merci Pierre et merci de m'avoir invité à cette manifestation fort intéressante. Donc vous avez beaucoup entendu parler des EHPAD. On va essayer de rentrer maintenant à l'intérieur des EHPAD et voir ce qui s'y passe. En préambule. Donc il y a à peu près 700 000 résidents en France, même un peu plus aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très âgés et très dépendants. 1 sur 2 n'est pas capable de marcher tout seul, de s'habiller tout seul ou de manger tout seul. Ils ont aussi beaucoup de maladies chroniques. J'ai fait ici des statistiques sur la revue de la littérature des maladies chroniques qu'ont ces résidents et on se rend compte qu'on rentre presque dans un petit hôpital quand on est dans un EHPAD. Donc beaucoup de maladies chroniques et beaucoup de médicaments pris par jour. Et tout ça fait que le parcours est compliqué. Ces personnes-là décompensent souvent leurs maladies chroniques et sont obligées d'aller à l'hôpital. Et on voit que le taux d'hospitalisation en non programmé, donc c'est-à-dire par les urgences, est supérieur à 40% par an, avec une durée moyenne, si les patients sont hospitalisés, ce qui est très fréquent, de 20 jours à peu près. Or, vous le savez, moi je le sais vraiment en premier, je suis hospitalière, l'hôpital est iatrogène pour les personnes âgées. Aujourd'hui, on parle de dépendance nosocomiale, c'est-à-dire qu'on y rentre debout, on y sort dépendant. On n'est pas bon. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que dans ces hospitalisations-là, parmi elles, la moitié aurait pu être évitée si les soins avaient été bien conduits au niveau surveillance des maladies chroniques en EHPAD.
Alors qu'est-ce qui se passe? C'est difficile de suivre ces maladies chroniques. Pour le médecin généraliste, ce n'est pas toujours très simple, parce qu'il va falloir saucissonner le patient, entre guillemets, avec tout un tas de spécialistes qui vont suivre toutes ces maladies, qui peuvent décompenser, avec beaucoup de médicaments aussi qui rendent les choses difficiles sur le terrain. Et puis, il y a une difficulté d'accès aux examens complémentaires. Il faut savoir qu'en EHPAD, 1 sur 10, et même un peu moins, a un électrocardiogramme dans son établissement. Donc même pour avoir un électrocardiogramme, c'est compliqué quand on vit en EHPAD. Alors c'est pour ça que l'HAS, en 2015, a édité cette recommandation de développer la télémédecine en EHPAD pour réduire ces hospitalisations et donc répondre à la première question de Pierre Simon, qui est quel impact de la télémédecine sur les organisations professionnelles, mais aussi sur le parcours de soins. Alors, je voudrais dire, en tant que présidente élue de la Société française de télémédecine, c'est que la télémédecine, comme l'a bien dit Lina Willat, c'est une histoire de co-construction. On co-construit avec les soignants, avec les industriels, avec les ingénieurs, avec les médecins, avec les patients, avec les administratifs, avec l'ensemble des acteurs. Et au niveau professionnel, ce qu'on voit quand on interroge les soignants, c'est qu'on rompt l'isolement des équipes au niveau des EHPAD. Elles ont une acquisition de nouvelles connaissances, elles comprennent mieux ce qu'on recommande, elles l'appliquent mieux, et puis elles se parlent mieux entre elles. C'est-à-dire que l'aide-soignante va parler avec l'animatrice, avec laquelle elle ne parlait jamais, avec les psychologues, avec le médecin généraliste, et puis aussi avec les experts de l'hôpital. Il y a probablement une amélioration de la qualité de vie au travail des soignants. On est au cœur du sujet aujourd'hui, politique, et on va essayer de le démontrer dans un projet de recherche dont je parlerai en conclusion. Il y a aussi des nouveaux métiers qui ont été créés grâce à la télémédecine, et notamment en EHPAD, avec ces fameux protocoles de coopération et des infirmières qui font maintenant des suivis, par exemple, de plaies chroniques à notre place. Et puis enfin, cette prise en charge est optimisée parce que ce recueil est beaucoup plus riche pour nous, experts d'information, et on a une vraie qualité de vie optimisée. Par exemple, dans le projet Aquitain, on a 3 à 4 professionnels de santé près du malade dans l'EHPAD lors de la téléconsultation, le plus souvent des infirmières et tous les autres. Et on voit qu'on arrive, avec tous ces soignants présents dans la chambre du patient, auprès du patient, à faire une véritable optimisation thérapeutique. Donc pour ça, pour nous, gériatres, c'est très très fort, c'est-à-dire qu'on peut arrêter, par exemple, les neuroleptiques qui sont très 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 fréquemment prescrits en EHPAD pour des troubles du comportement, de manière beaucoup plus simple en télémédecine qu'en face à face ou qu'en hospitalisation. Et on voit dans un article qu'on est en train de publier, en études multivariées, que c'est associé à la présence des soignants. Plus il y a de soignants dans l'EHPAD, présents autour du patient pendant la téléconsultation, plus on arrive à adapter des stratégies stop and start qui sont bien démontrées dans la littérature et arrêter des neuroleptiques, mais aussi ajouter des antalgiques. Je prends les exemples, bien sûr, les plus fréquents, mais il y en a bien d'autres. Sur le parcours de soins, on a un accès facilité à l'expertise, on a un parcours de soins simplifié aussi. On n'a plus du tout tous les spécialistes qu'il va falloir aller voir les uns après les autres et qui vont chacun prescrire un médicament supplémentaire dans la liste déjà importante de l'ordonnance du patient qu'il va falloir toiletter, c'est notre mot en gériatrie. On a aussi probablement une maîtrise des dépenses de santé. On va éviter ces complications de maladies chroniques, éviter l'entrée du patient via les urgences et plutôt, s'il doit y rentrer à l'hôpital, raccourcir la durée de séjour, puisqu'il y a la télémédecine derrière qui peut assurer le suivi, et puis le faire rentrer de manière programmée, ce qui est beaucoup mieux pour une personne âgée. Alors juste un exemple sur les différentes thématiques qu'on a adoptées en Aquitaine, mais qui sont adoptées dans toutes les régions de France en EHPAD. On voit lorsqu'on demande, c'est du déclaratif, au médecin généraliste ce qu'il aurait fait sans la télémédecine, eh bien la plupart du temps, il aurait envoyé son patient en consultation spécialisée, en hospitalisation programmée ou de jour dans plus de 20%, aux urgences un peu moins fréquemment, ce qui est bien, et puis dans 27% des cas, il aurait continué le soin dans l'EHPAD. Et quand on discute avec les médecins généralistes, ils parlent de renoncement aux soins. Donc c'est quand même un mot qui est assez fort. C'est-à-dire qu'en raison de la dépendance du patient et de ses troubles du comportement et de sa polypathologie, il est rare qu'il puisse l'admettre à une consultation de spécialiste. Et c'est d'ailleurs complètement associé en statistique à la dépendance, à la polypathologie. Un autre exemple de parcours, on peut ouvrir les portes de l'EHPAD et faire rentrer les différents dispositifs de soins qui sont présents sur le territoire pour avoir accès à une expertise. On en reparlera si vous voulez. Alors, quelle preuve scientifique de cet impact de la télémédecine? Juste en une diapo, pour finir,
On a la chance d'avoir un projet financé par la DGOS depuis fin 2016, un projet de recherche randomisé, contrôlé, 12 EHPAD équipés, 12 EHPAD non équipés, et on va comparer le parcours de soins des résidents dans ces EHPAD pendant une année et voir quelle est la fréquence d'admission aux urgences, et lorsqu'il y a admission, est-ce qu'elle aurait pu être évitée? Donc a posteriori, on va aller travailler sur ces dossiers. Et la deuxième partie du projet, c'est une analyse de la qualité de vie au travail des soignants. Donc on était un peu précurseurs, parce que ça a été écrit en 2015, ce projet, et on va pouvoir voir s'il y a un impact de la télémédecine dans les deux groupes randomisés contrôlés sur la qualité de vie au travail des soignants. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que je suis dans les temps. Merci. Merci. Alors, vous l'avez compris, maintenant nous avons parlé, disons, de l'impact sur les pratiques professionnelles. On va parler maintenant de l'impact sur les parcours de santé. Et comme vous le pressentez, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a besoin de co-construire avec tout le monde, disons, ces parcours. Et le docteur Jean-Pierre Blancher, qui est médecin, mais qui anime un pôle de compétitivité, va nous dire comment, au sein de son pôle de compétitivité, il conseille, il accompagne les startups qui veulent fournir des outils pour, dans le domaine de la e-santé et en particulier dans le domaine de la télémédecine. Merci Pierre. Donc, pour parler d'un parcours de santé, donc j'ai fait le choix de parler d'un parcours de santé du patient, c'est-à-dire le patient en dehors des établissements et dans la ville. Et j'ai voulu associer également à la télémédecine les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les objets connectés, le traitement des données. Pour moi, un parcours du patient va commencer à la prise de rendez-vous, voir un petit peu comment les nouvelles technologies peuvent aider à ce contact, ce premier contact avec le médecin qui va recevoir ce patient ou l'hôpital qui va le recevoir. Ensuite, c'est donc de se dire qu'avant la prise en charge de ce patient, nous allons avoir une partie de prévention. Et la prévention, c'est l'utilisation des données et de pouvoir faire des programmes de prévention à partir de là. Pendant la prise en charge de soins, eh bien en fait, on va observer le patient dans la ville, c'est donc ce qu'on appelle la Smart City, et voir comment on peut l'aider avec les nouvelles technologies à se déplacer et à aller vers ses consultations. Comment va se faire l'hospitalisation? Comment on entre dans les hôpitaux et comment on peut arriver à accompagner le patient jusqu'à sa consultation ou son hospitalisation. Et le dernier élément, c'est l'aval. C'est l'accompagnement au sortir de l'hôpital, de l'accompagnement médical, l'accompagnement médico-social, le retour à domicile. Et là encore, on peut imaginer que la télémédecine ait un rôle. En pratique, la télémédecine, c'est un projet médical qui doit répondre à des priorités, à des besoins, des priorités qui sont définies par l'État et à des besoins des patients et aux besoins des professionnels de santé. Et bien sûr, s'intégrer dans un parcours de santé. La télémédecine et les nouvelles technologies vont répondre à des enjeux sociétaux de la prise en charge du vieillissement. Donc on sait que par exemple en 2050, la France va compter 5 millions de personnes de plus de 85 ans, alors qu'aujourd'hui il n'y en a que 1,5 million. Je ne vais pas revenir sur la raréfaction de la ressource médicale, et j'étais tout à fait d'accord avec Pierre pour dire que c'est vraiment du temps médical qu'il faut observer, cette diminution, pour différentes raisons qui ont été expliquées tout à l'heure. Mais je dirais que cette raréfaction et la télémédecine peuvent faire bon ménage et que cette nouvelle génération de médecins qui a du mal à s'installer, qui a du mal à rentrer dans un cabinet médical et qui, eh bien, en fait, est un bon public pour faire de la télémédecine. Preuve en est
d'une de nos anciennes internes et chefs de clinique qui exerce avec son mari également, elle dermatologue, lui cardiologue, dans une structure de télémédecine. Et ils n'ont pas envie de s'installer pour l'instant, mais ils le feront un jour. Et donc toute cette période peut très bien être utilisée pour avoir des médecins consultants. Augmentation des maladies chroniques, je n'y reviens pas. Et puis alors, un élément tout à fait nouveau qui est apparu depuis quelques années, c'est le développement de l'ambulatoire qui est de plus en plus présent. Alors c'est bien qu'on fasse de l'ambulatoire, mais en fait, il faut trouver des solutions d'aval. Si on laisse partir les gens le soir même ou le lendemain, eh bien, qui va les prendre en face? Eh bien, en fait, on va avoir un déplacement d'abord des professions médicales de l'hôpital vers la ville, et puis il faut trouver des solutions, et la télémédecine en est une, de consultation, de suivi post-opératoire et de consultation post-opératoire par le chirurgien, par exemple. L'intelligence artificielle, je la cite ici, mais je voulais simplement vous dire qu'il faut un respect de l'éthique lorsqu'on s'intéresse à toutes ces technologies nouvelles. Mais la télémédecine et l'intelligence artificielle, c'est aussi le service du consultant. Et le consultant, donc je ne vais pas rappeler les définitions de la télémédecine qui ont été largement débattues ce matin, mais c'est de dire que ce consultant va faire des téléconsultations et il va en fait être aidé par l'intelligence artificielle dans l'aide au diagnostic. On sait que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le médecin consultant, mais va orienter son diagnostic. Il va l'aider dans ses prescriptions, par exemple, avec la reconnaissance vocale qui se développe énormément, et puis l'analyse des données de santé, comme tout à l'heure je l'ai dit, pour la prévention. Cette diapositive pour vous dire que je gère un réseau de télémédecine de prise en charge des plaies chroniques, et que là, nous avons développé, nous, la délégation de compétences, et que nos infirmières sont formées, sont même d'ailleurs maintenant diplômées comme infirmières expertes pour consulter la place d'un médecin, ce qui permet de redonner du temps médical. Elles le font très bien car la plaie est un domaine qui est vraiment infirmier. Enfin, dernier point, c'est la solution d'aval et le maintien à domicile. En fait, l'ambulatoire nous fait consulter et il faut aménager les logements des personnes, d'abord des personnes tout simplement qui sont malades, même jeunes, mais en particulier des personnes âgées, de façon à ce qu'elles puissent rentrer chez eux après une hospitalisation et ne pas séjourner par des hospitalisations allongées, ou alors de passer en SSR et de faire, quand c'est possible, les faire rentrer chez elles. Il faut donc aménager ces logements pour permettre ces fameuses téléconsultations. Un petit mot également pour dire que dans ces logements aménagés, il faut trouver des solutions de sécurité, puisque ces gens d'abord sont âgés et ensuite vont être fragilisés par leur passage à l'hôpital, et il faut être sûr que le matin ils se soient levés avec des capteurs sur le frigo, sur la chasse d'eau, être sûr qu'ils se sont levés et ont une activité, l'ouverture par exemple des volets. Et puis ces gens vont être chez eux assez longtemps, il faut trouver des solutions techniques, et nous les avons, de lutte contre l'isolement, et en particulier des solutions très simples de lien avec la famille, avec les petits-enfants, avec les amis. Et puis, ils vont être entourés d'aidants multiples. Il faut gérer ces aidants qui passent régulièrement. Et on a aussi une réponse au manque de structures qui vont arriver demain. On ne construit plus d'EHPAD, on ferme les hôpitaux. Et simplement, redire ce qu'on a dit ce matin, le développement des pôles de santé ambulatoires. Merci. Merci Jean-Pierre. Alors, oui, nous sommes dans le parcours de santé et on va prendre un exemple d'une maladie chronique qui fait partie du programme ETAP, ce programme expérimental qui va aller jusqu'en 2022, dont on a un peu parlé ce matin, qui est vraiment la rencontre entre des pratiques médicales et des services de télémédecine. Il y a des fournisseurs de services. Alors,
Agnès Caillet-Bedoin, qui est médecin néphrologue, va nous dire comment elle a réussi à gérer à la fois ses pratiques médicales et ses services dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Merci beaucoup. Merci de m'avoir convié à participer à cette journée et à ce magnifique congrès. Donc effectivement, les impacts de la surveillance, de la télésurveillance des maladies chroniques à domicile sur les organisations professionnelles, effectivement, je vais vous évoquer cette thématique à partir de l'exemple de mon quotidien d'un médecin et directeur d'un établissement de santé qui travaille dans le champ de la maladie rénale chronique. Alors, historiquement, c'était la dialyse, mais maintenant, c'est bien avant la dialyse. Et je vais vous présenter un exemple de télésurveillance de la maladie chronique à domicile avec le service Nelly, et ce qui me permettra ensuite de vous expliquer quels impacts organisationnels et également relationnels pour les professionnels de santé. Donc pourquoi un télésuivi et un accompagnement thérapeutique pour la maladie rénale chronique sévère? Eh bien, on n'est pas dans le champ de la dialyse, on n'est pas dans le champ de la transplantation. C'est une maladie rénale qui est en fait qui évolue sur plusieurs dizaines d'années, qui est totalement asymptomatique. Et donc, pour prendre en charge le patient, il va falloir le remettre au cœur de son parcours de santé, lui donner les moyens d'agir. La maladie rénale, c'est aussi la résultante de pathologies métaboliques et cardiovasculaires, diabète, car plus de 50% des patients qui arrivent en maladie rénale sont diabétiques. Et donc, il y a une obligation absolue de faciliter la coordination des professionnels de santé, médecins traitants, médecins spécialistes, mais aussi infirmiers et aidants qui ne sont pas professionnels, mais qui sont très présents. Et puis, comme je disais, maladie au long cours, il va falloir permettre un meilleur suivi de cette maladie chronique pour prévenir les complications qui sont fréquentes et qui vont accélérer l'arrivée vers les stades sévères où les traitements vont être extraordinairement coûteux. Donc, nous avons proposé une offre de service que nous avons appelé Nelly, nouveau Ilien Santé en région lyonnaise, mais maintenant, vous allez voir, il est bien élargi, et qui regroupe télésurveillance et également accompagnement. Fourniture d'une solution technique App Telecare, TMM, que nous avions co-développée avec un industriel en mode Living Lab pour le patient et les professionnels de santé, qui est totalement conforme à la réglementation que nous a reprécisé l'INA. Télésurveillance qui est une télésurveillance paramédicale de premier niveau et qui se fait sur protocole. Les données de santé sont remontées sur l'application et les alertes sont traitées, nous allons le voir, par un infirmier coordonnateur. Et puis, proposition d'un accompagnement thérapeutique du patient qui associe une éducation thérapeutique en atelier présentiel au début de la prise en charge, puis un accompagnement personnalisé par un infirmier coordonnateur et enfin, depuis peu, la prescription de modules interactifs adaptés à la situation du patient, les Ludiaid, que nous avons pu développer dans le cadre d'un appel à projet innovation de notre ARS Rhône-Alpes Auvergne. Donc tout cela, nous l'étudions dans le cadre d'un projet de recherche médico-économique en cours actuellement pour évaluer l'efficience de ce service Nelly pour des patients dont la maladie rénale est sévère, avec une maladie rénale avec moins de 30% de fonction rénale. On n'est pas encore à la dialyse, on n'est pas à la greffe, mais il s'agit de retarder, de gagner du temps. Et vraiment, l'objectif, c'est de montrer l'efficience de ce système et la réduction des coûts de santé, la stabilisation de la progression de la maladie rénale et puis l'amélioration de la qualité de vie perçue. Ce seront 640 patients qui vont être inclus sur 12 centres, dont 6 CHU. Donc, quels impacts à partir de cette organisation de télésurveillance et d'accompagnement? Le premier impact, j'ai 4 impacts à vous proposer, ça va être très rapide. Le premier impact, c'est le nouveau rôle infirmier de coordination et on est tout proche de nos infirmières de pratique avancée qui est central dans le processus de télésuivi. Vous voyez là sur la diapo, on voit le docteur, le médecin, il est au tout début, il propose le service Nelly, il recueille le consentement patient, il prescrit le télésuivi et ensuite c'est l'infirmier qui intervient, qui forme le patient, qui forme l'aidant et qui paramètre l'outil et qui interagit ensuite avec notre petit patient qui est en vert. Le patient, lui, tous les jours, au besoin, il saisit ses valeurs de santé, il peut interagir
interagir avec une messagerie sécurisée, l'élu d'IAID, et à nouveau, c'est l'infirmier qui est là pour suivre les données de remontée dans l'application, qui traite les alertes suivant des protocoles, communique avec le patient via la messagerie, propose des ateliers d'éducation thérapeutique si besoin et envoie des supports, tout ça en lien avec le médecin. Deuxième impact, de nouvelles relations entre les professionnels de santé, et notamment les relations entre les médecins et les infirmiers. On a des infirmiers qui sont plus autonomes et on arrive à cette nouvelle profession d'infirmier de pratique avancée dans la prise en charge du patient. Et en fait, ça génère un gain de temps, on a parlé ce matin, pour les médecins. On a une relation plus équilibrée, une infirmière qui est en proximité du patient, qui fait du fait de son suivi continu et des actions d'éducation thérapeutique. On a un management beaucoup moins hiérarchique du fait de cette coordination transversale, et puis une meilleure planification et affectation des ressources médicales dont on a largement discuté ce matin. Troisième impact, une nouvelle posture des professionnels face aux patients. L'accompagnement thérapeutique suppose un changement culturel profond. Au-delà des aspects techniques aisément maîtrisés avec les outils qui vont bien, les professionnels de santé adoptent une posture éducative dans une pratique médicale et soignante quotidienne. C'est-à-dire c'est une écoute et c'est l'intégration des données, des messages patients qui sont porteurs de sens dans la prise en charge du parcours. Développement de nouvelles compétences pour les professionnels, pédagogiques, relationnelles et organisationnelles. Et en fait, le nouvel acteur, le nouveau presque professionnel de santé, c'est le patient qui devient acteur de son parcours, via la saisie de ses données, certes, mais via sa montée en compétences, via l'éducation et l'accompagnement thérapeutique. Pour terminer, on arrive à un écosystème professionnel élargi avec d'autres professionnels de santé. On l'a évoqué ce matin également, organisation pluriprofessionnelle, un travail collaboratif entre le néphrologue, l'infirmière de coordination, toute l'équipe soignante et puis également les autres professionnels qui gèrent les autres pathologies, le diabétologue, le cardiologue, et qui permettent une prise en charge cohérente entre les différents acteurs. Alors, tout n'est pas encore réalisé, mais c'est vraiment, je pense, ce vers quoi doit tendre le télésuivi, cette coordination entre les acteurs qui pourra être optimisée avec des réunions de concertation pluriprofessionnelle ou des téléexpertises ou tout autre outil, dispositif nous permettant de le travailler. Et puis également écosystème élargi avec l'industriel, avec le prestataire, qui est un véritable acteur dans cette nouvelle organisation de télésuivi et d'accompagnement. C'est un partenaire pour le succès de cette télésurveillance. Je vous remercie. Merci beaucoup Agnès. Donc le dernier exposé avant de donner la parole à la salle sera fait par David Grujon, qui est membre du comité exécutif de la chaire Santé à Sciences Po Paris, qui est un ancien directeur de CHU et qui aujourd'hui s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle et à son côté éthique. Donc c'est Ethikia, comme il le dit. Et puis je vous recommande le livre qu'il vient d'écrire, Sarah, qui vous fera cheminer dans le vaste monde de l'intelligence artificielle jusqu'en 2050. Donc le décor est planté. La télémédecine va se nourrir de plus en plus de l'intelligence artificielle. Et David, il y a un terme que tu as créé qui est tout à fait séduisant, c'est la télémédecine à garantie humaine. Merci Pierre, merci aux organisateurs de l'invitation. C'est peut-être une proposition, mais c'est surtout une co-création avec la Société française de télémédecine. Et je remercie Nathalie Salle de sa confiance sur cet aspect. Oui, ça passe en haut, mais pas devant moi. Donc je vais tourner la tête. Très vite, pour vous parler d'Ethikia, on aura une session cet après-midi avec le Conseil national e-santé à 16h30. Pierre a tout dit. C'est une initiative citoyenne académique de professionnels du système de santé, mais aussi d'universitaires qui travaillent sur les questions relatives aux enjeux éthiques du déploiement de l'IA et de la robotisation en santé, avec une conviction première que je partage tout de suite avec vous, qui est, c'est une conviction que
je défends actuellement comme copilote du chantier de préparation de la révision de la loi de bioéthique avec Claude Kirchner, le président de l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle. On essaie de préparer le volet numérique de la révision de la loi de bioéthique. Ma conviction, c'est que le problème éthique principal, c'est l'absence ou l'insuffisance du recours au numérique dans notre système de santé. Les présentations précédentes ont montré qu'il est tout simplement pas éthique de bloquer ou freiner le développement de l'innovation, que ces problèmes-là, on les constate tous les jours. Les exemples qui ont été pris sur le vieillissement ou l'insuffisance rénale chronique, je les ai vécus dans les fonctions opérationnelles que tu rappelais, Pierre. Il faut avancer dans cette direction, lever les blocages, et ce qui ne veut pas dire qu'il faut mésestimer les problèmes éthiques ou les risques éthiques potentiels liés au déploiement des technologies. Simplement, il y a des problèmes constatés et des risques potentiels. Et ces risques potentiels, on peut essayer de les réguler en développant des techniques ou des outils de régulation pratique. C'est ce qu'on essaie de proposer dans un contexte où, comme vous le savez, en France, nous avons des solutions qui avancent sur le sujet de l'IA en santé, plutôt sur de l'IA de spécialité, plutôt que sur des solutions généralistes, sur lesquelles le lead se fait pour le moment plutôt ailleurs, ce qui n'empêche pas d'avoir des chercheurs et une base de recherche fondamentale très importante sur ces questions. L'objectif, c'est de faire en sorte que sur ces questions-là, en saluant les collègues juristes dans la salle, on puisse proposer des outils de régulation. Lina, on a montré la pertinence du cadre applicable à la télémédecine, mais aller plus loin sur les questions d'intelligence artificielle, robotisation, en essayant de s'adapter, de proposer des outils de régulation au niveau français, au niveau européen. On ne part pas de rien, mais il y a quand même des points complémentaires à proposer. Je vous parlais du chantier bioéthique au titre d'Ethikia. Donc là, ce n'est pas le Conseil constitutionnel d'éthique qui parle, c'est l'initiative qu'on a forgée. Donc à proposer 5 clés de régulation du déploiement de l'IA et de la robotisation en santé. Elles tiennent sur une page. Je vous remettrai le document dans le dossier de la séance. Avec l'idée de créer le minimum de droits, un peu en écho à ce que vous disiez dans la première intervention. Essayer de viser juste le principe de bonne régulation, les 5 clés, information et consentement du patient. Pour l'essentiel, ça existe déjà dans la loi, à l'exception de l'information préalable au recours aux algorithmes dans le traitement du patient. La garantie humaine de l'IA, j'y reviens. La graduation de la régulation du niveau de protection des données en fonction de leur sensibilité. Tout ne se vaut pas dans les données de santé. Il faut ouvrir davantage les données courantes et peut-être mieux protéger les données les plus sensibles. Vous faisiez référence au génome et c'est ce sur quoi on travaille avec l'IHU Imagine de Necker. L'accompagnement à l'adaptation des métiers, évidemment, je vois François Blanchecotte, je sais que tu y travailles s'agissant du plateau médico-technique, et puis une supervision par une autorité externe indépendante selon des modalités de régulation faisant l'objet de choix politiques. Je m'arrête sur ce point-là. Garantie humaine de l'IA, vous voyez, c'est une notion de bon sens, sans doute à inscrire dans la loi peut-être, un principe selon lequel il faut s'assurer une supervision ou un deuxième regard humain par rapport à la proposition de traitement proposée par algorithme, avec des outils pratiques, par exemple une norme professionnelle selon laquelle on va recommander d'aller chercher sur une base de temps régulière au fil du développement de machine learning de l'algorithme, une sélection de dossiers de manière ciblée et aléatoire, avec un collège de révision médicale auquel participent les usagers pour s'assurer que l'IA continue à proposer des solutions de prise en charge sur une base éthique et responsable. Et vous comprenez dans cette logique-là la vocation du dispositif de télémédecine de garantie humaine. C'est en aval de la décision de prise en charge par algorithme ou ex post dans le cadre du mécanisme de suivi du développement de machine learning, un nouveau cas d'ouverture de la télémédecine par lequel on va apporter un deuxième avis par rapport à ce que propose l'algorithme. Parce que l'IA et la télémédecine ont des relations qui sont des relations possiblement de sens variable. On est à un moment un peu charnière où il y a des choix à faire, des orientations à prendre, et ce congrès de Monaco est sans doute une étape importante dans ce moment-là. Des risques de dérive potentielles qui d'ailleurs sont pas spécifiques à la télémédecine, mais d'une certaine manière la télémédecine, en établissant, comme ça a été rappelé, un cran de distanciation complémentaire par le numérique, ajoute du risque au risque, des risques intrinsèques à l'IA, le risque de dépersonnalisation de la relation avec le patient. Imaginez un couple où vous intervenez à distance en téléconsultation avec une solution d'intelligence artificielle et un chatbot. Vous voyez, vous ajoutez du numérique au numérique et de l'artificiel à l'artificiel. Ce dont nous protège le droit français que Lina a rappelé tout à l'heure, puisque théoriquement, dans la définition française de la télémédecine, il y a une mise en rapport entre professionnels ou entre professionnels et patients. Moi, je le relis avec mon prisme. Au moins là-dedans, il y a quelque part un humain.
mais la télémédecine est certes nationale, mais elle peut fuir. Pierre Simon a parfaitement bien décrit ça dans une série de publications. Cette barrière est relative dans un contexte de télémédecine qui se globalise. Un risque d'accélération du mouvement de déstabilisation de régime de responsabilité de professionnels médicaux et paramédicaux. Vous connaissez le test de Turing qui permet de distinguer l'homme de la machine. Dans un monde où le code numérique devient la matière première de l'imagerie, l'IA sera infiniment plus habile que l'intervenant humain pour décrypter du code. Et donc les régimes de responsabilité qui en découlent se fragilisent. Il y a une inversion du test de Turing qui s'opère, avec une présomption d'inexactitude qui repose davantage sur l'homme que sur la machine. Et la télémédecine, pareil, en ajoutant une strate numérique complémentaire, accélère ce phénomène. Et puis, c'est un vecteur, j'entre pas dans les détails, de démultiplication d'enjeux déjà identifiés par ailleurs, un risque de délégation du consentement à l'IA. Vous voyez, c'est comme quand vous avez Netflix chez vous. Je l'ai depuis 4 mois, je n'ai pas d'action chez eux. Je n'ai jamais refusé un programme que m'a proposé Netflix parce que je suis très content de ce que me propose Netflix en série télé et parce qu'il y a 98% des gens qui le recommandent. Donc, vous voyez, je peux toujours dire non à ce qu'on me propose en choix de série. Par contre, je ne le fais pas parce que je suis content et parce qu'il y a la très grande majorité des gens qui regardent qui le proposent aussi. Le consentement existe toujours en droit, mais il s'évapore en pratique. La démultiplication de la personne numérique, on laisse des traces dans l'univers des codes et vous avez dans la première intervention justement rappelé les facteurs ou les risques associés à ça et le fait d'être dans une forme d'agrégat à 3, un agrégat triadique entre intelligence artificielle, dispositifs de télémédecine et dispositifs de robotisation multiplie ces risques. Et puis enfin, Pierre me faisait un petit coup de promo et je le remercie. C'est le bouquin qui sort. Minoration, donc moi je fais de l'autopromo, j'en rajoute une deuxième couche. Il est accessible sur Amazon, ce qui permet d'acheter une IA par une IA. Vous voyez, la boucle est complètement bouclée, mais avec un risque qui est évidemment celui de la minoration, de la prise en compte de la personne individuelle par rapport à l'intérêt collectif issu du calcul d'algorithmes. Donc vous voyez, ces risques, et j'en termine Pierre, puisque je te vois froncer les sourcils par là, ne sont pas spécifiques au recours à la télémédecine. Vous voyez, quand on crée l'interaction, quand on réfléchit à l'interaction télémédecine-IA, les risques éthiques potentiels, encore une fois inférieurs de mon point de vue aux problèmes éthiques actuels liés à l'insuffisance du recours au numérique, ne sont pas spécifiques à la télémédecine, mais plutôt liés à l'algorithme lui-même. Et en sens inverse, la télémédecine génère des opportunités majeures de régulation des risques associés à l'intelligence artificielle. Avec une extension du champ des possibles, demain des algorithmes permettront de mieux repérer les cas d'usage de la télémédecine à partir des classifications médicales établies, notamment celle de la SFT. La télémédecine développera des possibilités complémentaires d'accompagnement du patient, se préparer à la téléconsultation, développer du conseil, de l'information, et puis consolider par algorithme la base d'avis d'expertise que vous rendez dans vos téléconsultations en essayant de mobiliser une base d'analyse avec finalement une téléexpertise qui peut-être demain se segmentera en deux parties, celle qui s'appuiera sur un contact direct et puis une télémédecine, une téléexpertise guidée par un pré-traitement par algorithme à partir des cas similaires déjà traités. Et puis le deuxième champ, plus spécifique, la question de la télémédecine de garantie humaine. Je vous ai posé la notion en introduction. Vous en comprenez la modalité pratique. Je suis patient. J'ai un doute sur ce que me propose mon médecin traitant, qui lui-même n'est pas très sûr que la solution proposée par son algorithme préféré soit fiable par rapport au cas clinique. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle le docteur House et le super docteur House qui a réponse à tout, c'est Pierre Simon, évidemment. Et vous comprenez qu'en fait la télémédecine de garantie humaine a deux formes différentes ou deux cas d'usage médicaux possibles. Soit on est dans un champ de spécialité très pointu dans lequel il n'y a pas suffisamment de data pour avoir un algorithme fiable, soit on est dans un cas dans lequel on a des données, mais on sait que le réel clinique crée un doute. Et vous voyez, là, il faut du recul, il faut de l'expérience, il faut du flair, et un deuxième avis est bienvenu dans ce type de situation. Reconnaissance dans la loi bioéthique, peut-être. Ça peut être une option de développement à l'export de garantie humaine de l'IA dans un contexte de développement des algorithmes. Voilà, merci de votre attention. Merci, David. Donc, nous avons un petit 10 minutes pour discuter. Je remercie tous les intervenants d'avoir respecté le temps. Vous avez la matière du sujet que nous voulons traiter.
Hein, vous avez autour de vous 6 spécialistes à différents sujets abordés, et donc posez-leur des questions. Il y a un micro qui doit circuler normalement. Il est là, voilà. Donc est-ce qu'il y a une main qui se lève? Oui, Sophie. Très merci. Bon, Faut lancer la hein. discussion. Je me lance parce qu'il y a tellement de sujets, c'était tellement vaste. Merci d'abord pour vos interventions. Docteur Blanchère, docteur ou directeur, enfin, je suis arrivée en retard, mais vous parliez de sortie rapide en ville et de soins ambulatoires. Je suis un professionnel de santé de ville. Je vais vous poser une question pratico-pratique. J'ai monté une communauté professionnelle de territoire de santé dont l'un des projets rapides que nous allons mettre en place est la téléconsultation en EHPAD avec un hôpital de proximité qui est un hôpital d'excellence gériatrique. Mes collaborateurs, mes professionnels de santé qui sont déjà adhérents à cette CPTS me posent des questions techniques. Comment allons-nous faire pratico-pratique? Parce que l'ambulatoire, on voit que les patients sortent quand il s'agit de personnes âgées qui sont hospitalisées parfois à tort, mais parfois on va éviter de les hospitaliser. Le problème est qu'en ambulatoire, il faut financer. On sort de l'hôpital pour la ville, mais après il y a les soins de ville avec une enveloppe de ville avec un ONDAM qui est quand même très restreint. Donc on va essayer de demander effectivement des fonds au titre soit du fonds FIR, soit de l'article 51. Mais quels conseils vous pouvez donner pour intégrer l'ensemble de l'équipe de la communauté professionnelle de territoire de santé, donc en ambulatoire, et on a intégré dans notre CPTS le médico-social, comme vous l'avez rappelé, ainsi que les professionnels de santé de la ville qui sont à l'heure actuelle adhérents. Vous avez le médecin, infirmier, kiné, pharmacien et laboratoire d'analyse médicale. Alors, réponse brève, si on veut tenir le timing, et peut-être poursuivre après la réponse, après la fin de la séance, hein, mais une première réponse, hein, Jean-Pierre. Alors, réponse très brève. Donc, je travaille avec une société, une plateforme, en fait, où la solution est simple, c'est-à-dire que tout professionnel peut entrer dans le dossier du patient. Donc la partie technique ne coûte pas très cher. Les médecins donc, sont déjà identifiés. Les pharmaciens en font partie puisque nous avons un projet d'aller jusqu'à la prescription, la délivrance de médicaments. Et à ce jour, puisque la convention vient d'être signée, les médecins qui consultent en fait sont honorés. Donc l'obstacle n'est pas très grand, en tout cas pas financier. Merci. Très bien. Autre question? Question brève, réponse brève. Oui, en face, ici. Merci. Juste une petite remarque qui n'est pas forcément dans le sujet. Jean-Louis Ponce, je suis président du Conseil national professionnel de biologie médicale et j'interviens sur l'insuffisance rénale chronique. J'ai beaucoup aimé cette présentation avec un petit regret, c'est que je pense que la biologie médicale aurait dû y avoir toute sa part et que ça n'a pas été le cas. Il se trouve que nous avons plusieurs, non plus projets, mais collaborations en cours avec certaines ARS qui ont montré qu'en travaillant non pas sur une valeur isolée du DFG, mais sur une évolution cinétique du DFG sur 1 an, 18 mois, 2 ans, on arrive à identifier des insuffisances rénales infracliniques bien avant le stade de la dialyse et qui permet donc d'anticiper de plusieurs années et de repousser de plusieurs années le passage à l'insuffisance rénale chronique. L'interprofessionnalité dans ces cas-là, l'interpro est fondamentale et je pense que la biologie médicale peut apporter beaucoup en termes de confort du patient et d'économie en termes de santé. Donc Agnès, réponse brève. Oui, tout à fait. Je crois que vous avez tout à fait raison et je vous remercie de vraiment cette remarque très pertinente. Effectivement, on ne peut pas faire de maladie rénale chronique sans suivi biologique. C'est pas si facile que ça de télétransmettre la biologie et je suis ravie de savoir, et on pourra discuter ensuite de comment le faire et nous sommes effectivement prêts à incrémenter cela et je crois qu'on ne peut pas effectivement faire du suivi d'insuffisance rénale sans suivi de biologie avec en plus si on peut un peu d'intelligence artificielle, une dimension éthique, tout ce qu'il faut et qui ira bien. Merci.
Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui, ce sera la dernière. Question brève, réponse brève. Merci, je vais essayer de faire très bref. La question des soins transfrontaliers a été abordée dans 2 présentations. Visiblement, ça semble être un sujet de réflexion qui risque d'arriver rapidement si on se base sur la convention actuellement négociée à partir du 15 septembre. Un praticien peut faire une téléconsultation depuis son cabinet avec un patient à l'étranger. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'il y a un frein ou est-ce qu'à partir du 15 septembre, c'est OK? Allez, les 2 juristes. Je sais pas, chacun a une part de réponse peut-être. Allez. Je dirais que c'est une possibilité qui est ouverte. Ce qu'on souhaite avec ce dispositif, c'est donner la possibilité de le faire. En revanche, ce qu'il faudra bien clarifier, et ça c'est un petit peu pareil en fait comme dans tous les projets d'e-santé qu'on voit se développer avec cet aspect transfrontalier, c'est de bien mapper, comme Lina l'a expliqué, les responsabilités engagées, où sont les données, c'est une question qu'on n'a pas soulevée. Mais on vit dans une ère où la donnée n'est pas dans les nuages, elle n'est peut-être pas sur le bon état, elle est peut-être accessible par des agences de surveillance. On a eu Prism, on a eu Cambridge Analytica, maintenant on a le Cloud Act qui permet d'accéder à des données stratégiques. Donc, soins transfrontaliers, il faudra, à mon avis, se poser 2 questions. Où est le dispositif juridique qui garantit la sécurité de ces données et aller vérifier où elles sont? Et ensuite, si on part vers un dispositif plus élaboré d'intelligence artificielle, garantir que le prestataire a cette dimension éthique qui est intégrée et poser ces bonnes questions. Et je vais juste compléter en disant qu'il y a effectivement la question de la donnée, il y a aussi la question de la responsabilité et de la loi applicable dans la prise en charge, parce que si on a le médecin français qui fait une téléconsultation avec un patient qui se trouve en Angleterre, la question est quelle est la loi qui va s'appliquer à la relation médicale. Donc là, tout va être déterminé par un contrat, d'où l'idée d'organiser les choses en amont, sans pour autant exclure ce qu'on appelle, nous les juristes, les conflits de loi et les privilèges du fort qui s'appliquent. Mais ça, c'est une discussion juridique. Mais il faut effectivement éminemment prévoir les choses en amont. Ouais. Très bien. Merci. On arrête cette table ronde. Je vous demande d'applaudir les intervenants.